Bonjour à toutes et à tous, à toutes celles et tous ceux qu'on n'a pas encore salués directement. Avant d'attaquer cet atelier, on est très content avec Caroline de vous accueillir en nombre sur un sujet qui nous tient à cœur. On va se présenter rapidement parce que je ne suis pas sûr que tout le monde nous situe. C'est très mal poli, mais je vais prendre la parole en premier. Caroline, tu m'en voudras pas. Je m'appelle Loïc Coissin, je travaille à la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine et je m'occupe particulièrement de l'accompagnement des offices de tourisme sur tout ce qui est relatif aux stratégies d'accompagnement des sociopros et aussi un petit volet observation qui va un petit peu nous concerner sur cet atelier-là. Bonjour à tout le monde, donc Caroline Leroy. Donc moi je suis aujourd'hui salariée doctorante pour une entreprise qui s'appelle Betterfly Tourisme, donc qui édite des logiciels de mesure d'impact du secteur touristique. Donc voilà, je vais réaliser ma thèse dans cette entreprise, mais j'ai surtout travaillé pendant plus de 7 ans dans les parcs naturels régionaux où j'étais en charge d'accompagner les socioprofessionnels. Donc voilà, de passer du terrain au volet scientifique, il y en a pour 3 ans. C'est un profil assez atypique et pour le coup, pas trop chiant aujourd'hui d'avoir quitté le terrain et d'avoir le nez plongé dans tes bouquins et d'être un peu hors sol par rapport à la réalité des gens qui sont là. Alors, c'est pas si ennuyant que ça, et il y a plein de choses passionnantes qui se passent dans la recherche. Moi, vraiment, c'est un véritable plaisir. Je lis. Donc voilà, j'adore tout ça. Il y a vraiment une véritable rigueur scientifique apportée par la recherche. Et je te retourne la question, en fait, Loïc, et toi, pas trop frustré d'avoir des projets avec une vision à court terme, avec des projets un petit peu faits au doigt mouillé, Inch'Allah, quoi. Ok, ça clash. Ce que je te propose, petite partie de ping-pong, et on règle ça, toi et moi. Ok. Et tu noteras une petite balle verte, juste pour te faire plaisir, pour toi. Tirage de pompe. Ça te va? À toi de servir. Alors, on va commencer un petit peu par la définition de l'Organisation mondiale du tourisme sur le concept de touriste. Moi, je trouve, Loïc, que cette définition, elle est quand même ultra réductrice. Clairement, touristes, voyageurs, visiteurs... En fait, quand j'accueille des copains un week-end, quand je vais voir mes parents pendant les vacances, touriste ou pas touriste, et puis ma balade du dimanche, alors même si je consomme pas, concrètement, voilà, je vadrouille, je m'évade. Pour moi, c'est ça le tourisme. Moi, je veux bien, mais en fait, c'est pas le Larousse qui va nous donner une définition parfaite, concrète et qui va nous aider dans notre quotidien. Encore une fois, tu as le nez dans tes bouquins. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Honnêtement, le terme, on s'en fiche. Touriste, excursionniste, visiteur, voyageur, tu fais ce que tu veux. Tout ce que je sais, c'est qu'on est tous le touriste d'un autre et que derrière, il y a quand même une réalité qu'il faut pouvoir comprendre et qu'il faut pouvoir intégrer dans l'ensemble de notre secteur. Et d'ailleurs, notre secteur, en fait, il est diffus. On en parlait ce matin. On n'a toujours pas de ministère du tourisme. C'est pas bien grave, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça concerne de l'hébergement, de l'activité, de la restauration, du commerce. Et donc tout ça, c'est pas une définition qui, nous, après, derrière, dans le quotidien, en office de tourisme, en CDT ou en CRT, va nous aider à faire le job, en fait. Mon papa est professeur de tennis de table, je pense qu'il sera très déçu de mon niveau. Mais on n'a pas du tout le matériel, voilà, on n'a pas de filet non plus. Justement, avec tout ce que tu dis, Loïc, pourquoi on continue à parler de tourisme? Moi, j'aime bien le tourisme en référence au grand tour, à l'anglaise, curatif, élitiste. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la spécificité de notre secteur? Moi, j'ai plutôt envie de parler d'hospitalité. Petit clin d'œil à nos amis des oiseaux de passage, en référence toujours au Resbif, l'hospitality, l'accueillance, la rencontre, la découverte. C'est pas ça qui fait justement la spécificité de notre secteur, l'hospitalité? Honnêtement, je vais lâcher sur l'histoire de la définition parce que ça peut durer très longtemps.
surtout avec toi. Encore une fois, les bouquins, la théorie, tout ça, c'est très très bien. Mais si tu le veux, on peut partir en fait de quelque chose de tangible, qui vraiment, je pense, ici nous réunit tous, en tout cas toutes les personnes qui sont dans la salle. C'est tout ce qui en fait va être du cadre légal. Qu'est-ce que nous dit la loi à ce niveau-là? Et donc au moins là-dessus, c'est clair. On a des missions régaliennes, optionnelles, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et l'avantage avec ça, c'est que d'ailleurs ça se traduit en termes de moyens, qu'ils soient humains, qu'ils soient financiers et qui sont mobilisés au sein de nos OT, de nos CDT. Donc ça, au moins, c'est clair, c'est net. Et ça, c'est notre feuille de route. Le match est bientôt fini. En tout cas, pour moi, ça serait une bonne chose. Papa de Caroline, si tu me regardes. Justement, dans le Code du tourisme, le Code du tourisme, c'est quand même le document qui légifère et qui homogénéise nos missions régaliennes et optionnelles. Aujourd'hui, les offices de tourisme proposent quand même beaucoup d'activités marchandes, alors que le Code du tourisme ne nous impose pas du tout d'avoir une activité marchande. Il ne faut pas oublier que les offices de tourisme, ils sont financés par de l'argent public. On est redevable dans nos missions d'une utilité, d'un intérêt général, d'une utilité publique. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien citer un auteur. Je ne vous donnerai pas toutes les références scientifiques, évidemment, de ce que je vais dire. Le service public, il doit être au bénéfice des publics. Et aujourd'hui, on a un petit peu une tendance à l'oublier. Donc, penser bénéfice aux contribuables. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi, mais pour le coup, je pense que tu te plantes, parce que justement, on sait ce qu'on doit faire du point de vue du Code du tourisme, mais il faut bien qu'on monitore, il faut bien qu'on évalue. On a des missions, on l'a dit, et tu l'as très justement dit, il faut qu'on rende des comptes, parce que quel que soit le modèle, on est quand même dans un domaine institutionnel, donc la dépense publique, je suis complètement raccord avec toi, donc on rend des comptes, donc il faut bien monitorer, chiffrer, et donner des indicateurs là-dessus. Et tu vois, justement, pour aller encore plus loin, moi je trouve qu'aujourd'hui, pas que depuis 2 ans, même depuis un certain nombre d'années, les différents documents cadres stratégiques qui nous occupent un petit peu quand on est office, CDT, CRT, n'ont jamais autant parlé que d'écotourisme, de slow tourisme. Ce matin, on parlait de tourisme de proximité. Donc, c'est bien qu'on va dans le bon sens par rapport à ce que tu dis, non? Et si, vraiment, je veux pousser le trait jusqu'au bout du bout, on n'a jamais autant parlé que de croissance verte. Et je crois que ce matin, on en a parlé aussi. Donc, on y va, en fait. L'objectif, il est clair, il est net. Alors la croissance verte, moi j'en ai marre qu'on parle de croissance verte. C'est vraiment une théorie fumeuse. Si on peut changer la slide, celle encore d'après, on a oublié, c'est pas grave. Moi j'adore un auteur qui s'appelle Timothée Paric. Je vous invite à découvrir ses travaux, il est passionnant, la Big Moustache. Qui justement casse le mythe autour de cette croissance verte. La croissance verte, elle nous dit quoi? Elle nous fait espérer qu'on peut avoir une croissance économique au sens exponentiel, donc qui continue à croître, alors qu'on peut réduire la consommation de nos ressources naturelles. C'est totalement faux, ce qu'on appelle la théorie du découplage. D'ailleurs, il est prouvé scientifiquement que la croissance économique, c'est les énergies fossiles, c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est augmenter les inégalités sociales et le dérèglement climatique de manière générale. La croissance, c'est un mythe, il faut qu'on s'en éloigne. Quand je dis croissance au sens économique, évidemment, la croissance, elle est indispensable selon les finalités. La croissance d'un enfant, elle est indispensable pour qu'il puisse acquérir des capacités cognitives et motrices. Mais il arrive un moment, l'humain, il arrive à sa taille adulte et il ne grandit plus. On arrête de croître. Ça devrait être un peu pareil avec la croissance économique de notre secteur touristique. Moi, j'aime bien la métaphore de l'avion. C'est-à-dire, tout comme un avion, la croissance, elle décolle, mais il arrive un moment, elle arrive à une altitude stationnaire. Après, on ne continue pas à prendre de l'altitude, sinon, je ne sais pas trop ce qui se passe, on explose, on meurt, enfin bref. On réatterrit justement pour assurer la sécurité des passagers du vol. C'est quoi en fait la bonne altitude pour la croissance du tourisme? Il y a le décollage, il y a l'altitude stationnaire, et qu'est-ce qui vient après? Si quand on pilote notre avion, on a uniquement les yeux rivés sur le PIB, on en oublie quand même pas mal de facteurs de turbulence potentielle. Et en aucun cas,
le PIB n'est un indicateur de bien-être, tout comme mon poids ne reflète pas mon bonheur. Moi, je rêverais de voir, normalement, dans les tableaux de bord des territoires un indicateur de santé humaine du tourisme, par exemple. Non, je te suis sur la métaphore du poids, il n'y a pas de souci par rapport au bonheur, je ne vais pas te contredire. Par contre, je ne sais pas si tu te rends compte, mais tout ce que tu utilises en termes d'image, là, et particulièrement sur ta dernière intervention, en fait, c'est hyper anxiogène, quoi. Tu es en train de foutre une responsabilité de dingue sur les offices de tourisme, les CDT, les CRT, par rapport à l'avenir de la planète demain. Enfin, c'est flippant ce que tu es en train de raconter. Donc, honnêtement, concrètement, qu'est-ce que tu proposes pour que demain, des gens qui aujourd'hui sont en train de qualifier une base de données à citer, sont en train de proposer un plan de communication pour l'année prochaine, que ce soit au national, à l'international, prépare des opérations de promo, des gens qui sont en train de créer des produits touristiques et qui vont devoir les vendre sur des marchés, on leur dit quoi? Stop, fini, on arrête, c'est nul ce qu'on fait, on s'est planté, et on fait quoi en fait? Moi, j'aimerais bien qu'on se fixe une nouvelle ambition, à tourner vers une économie du tourisme qui serait régénérative, c'est-à-dire équilibrée, un peu comme un yin et un yang en fait, équilibrée entre le respect des limites planétaires, c'est-à-dire d'intégrer davantage la dimension environnementale dans nos outils de pilotage, égalité, équilibre aussi au niveau de l'accessibilité et du respect de répondre à, et de satisfaire à un besoin qui serait davantage vital et essentiel. Si on est comme dans une société capitaliste qui nous enferme dans une logique ultra commerciale, alors que ce n'est pas forcément l'affinité de notre secteur. Donc d'ouvrir nos œillères sur cet équilibre yin et yang pour assurer la pérennité en fait, de notre secteur. Double équilibre sur les 3 dimensions du développement durable, équilibre aussi au niveau de la conciliation avec les parties prenantes. Et j'aime bien cette citation d'un chercheur du CNRS qui devrait intégrer du coup mon comité de suivi de thèse parce qu'on est filmé en direct, c'est de rendre public la performance plutôt que le public performance. C'est-à-dire, au lieu de chercher à faire du chiffre, etc., soyons transparents. On doit rendre compte des effets réels de nos politiques touristiques sur nos territoires et au bénéfice du contribuable. Bon, je vais être d'accord avec toi sur la théorie. Je trouve qu'on est quand même un petit peu encore dans les nuages. On arrête la battle, je te propose, on arrête là, ça sert à rien, et on part dans le concret. Parce que les gens qui sont là, il faut leur parler concret par rapport à leur quotidien, par rapport à ce qu'ils font dans leur job jour après jour. Donc ce que je te propose, c'est partir vraiment sur les faits, rien que les faits, comme le code du tourisme tout à l'heure. Donc si tu veux, on peut partir d'une base qui pour moi fonctionne très bien et qu'on retrouve partout et qui est un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais quand on doit un petit peu expliquer à nos familles, nos amis, ce qu'on fait dans nos métiers, c'est un petit peu compliqué. Et moi je sais que j'appréciais particulièrement donner un rapport d'activité parce qu'au moins vous avez tout dedans et puis c'est pas moi qui fais tout, mais en tout cas voilà l'univers dans lequel je baigne. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est les rapports d'activité qui sont produits aujourd'hui. Soyez pas vexés si si vous retrouvez le vôtre là-dedans, c'est vraiment de l'image d'illustration. L'idée, c'est de se dire que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est notre quotidien. Je ne vais pas dire H24, mais presque 365 jours par an. Et si je comprends bien, là où tu veux m'amener, c'est que tout ce qu'il y a là-dedans aujourd'hui, on le met à la poubelle, et c'est complètement autre chose qu'il faut qu'on arrive à évaluer demain. C'est ultra compliqué parce que ça derrière, c'est la traduction, en fait, ce sont des résultats, donc c'est la traduction en fait concrètement de fiches de poste des gens qui sont ici, de plans d'action qui sont construits dans les équipes sur tout ce qu'on va faire tout au long de l'année, et donc derrière, tout à la fin, on a l'évaluation avec des indicateurs quantiques, quali, satisfaction, enfin je ne vais pas te refaire l'histoire, tu connais ça mieux que moi. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait en matière de suivi d'indicateurs pour faire en sorte de faire évoluer le modèle? Elle est là ma question pour ces gens-là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, pareil, je vais reprendre une citation. Je ne sais pas de qui elle vient, par contre. À trop avoir le nez sur le compteur, on en oublie de regarder la route. Aujourd'hui, dans nos rapports d'activité, ce sont des documents qui sont indispensables pour montrer ce qu'on fait, notamment à nos décideurs. On est tous d'accord là-dessus. Mais aujourd'hui, on est quand même principalement sur des informations qui vont être quand même assez quanti, même si tu as parlé un petit peu de quali, accès très économie et information économique et financière. Mais, on peut changer de slide.
la véritable performance, elle n'existe que si on peut la mesurer. Et en aucun cas, elle doit se limiter à la communication d'un résultat. Toujours avoir en tête, en fait, voilà, pour mesurer la performance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mesurer ses objectifs, ses moyens, ses résultats, et un dernier aspect, son impact. Toujours, avec ce que je disais tout à l'heure, quels sont les effets de nos politiques touristiques sur les territoires? Aujourd'hui, il y a quand même très peu de rapports d'activité qui ont des indicateurs d'impact. Il y en a, d'ailleurs, il y en a dans cette salle. Il y en a, mais pas beaucoup, qui révèlent les véritables impacts de nos actions sur un territoire. Ok, donc j'essaie de te suivre dans ton cerveau, dans ta mécanique. Si je te comprends bien... On est plusieurs dans ma tête. C'est toi qui commandes? C'est le principal. Si je te suis, ce que tu es en train de me dire, encore une fois, j'essaie de faire en sorte que ce soit concret pour eux. Tu es en train de me dire qu'il faut arrêter ces indicateurs que moi j'appelle primaires de nombre de nuitées, nombre de visiteurs dans les BIT, de chiffre d'affaires, de panier moyen. On arrête de les suivre ou, si c'est là où tu veux emmener, on arrête d'essayer de se comparer à quelque chose qui n'est pas comparable en fait, à une norme qui serait complètement... pas théorique, mais en tout cas qui ne tiendrait pas compte du contexte local d'une destination. C'est là où tu veux m'emmener. Et bien justement, là, je suis d'accord avec toi, Loïc. Ah. Voilà, on commence à trouver un compromis, c'est chouette. Il n'y a pas forcément de désaccord à avoir entre la recherche et le terrain. Moi, dans les travaux que je peux suivre en matière scientifique, je réfléchis vraiment à comment on peut faire du sur-mesure. Il y a tellement de spécificités à intégrer dans nos outils de management de la performance. Management de la performance, déjà, c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup dans les travaux de recherche, qu'on ne va pas entendre sur le terrain. Mais dans les articles scientifiques, on parle de pilotage et de management de la performance. Concrètement, il faut faire du cas par cas, du sur-mesure, appliqué localement. Donc là, on va faire un petit rappel de vos cours d'économie de je ne sais pas quand. Moi, j'ai dû voir ça là, en début de fac. Le pestel, voilà, là, c'est quand même une sacrée base. Et des fois, on oublie un petit peu de dézoomer par rapport à ce qu'on fait. Donc, le pestel, c'est un outil macroéconomique qui permet d'intégrer des facteurs extérieurs qui peuvent avoir un impact positif ou négatif sur notre organisation. Donc, sur le volet politique, ça a été redit, toujours pas de ministère du tourisme. Et notre secrétaire d'État, elle est en charge aussi des PME. Qu'est-ce qu'on fait des acteurs du tourisme institutionnel, office de tourisme, organisme de gestion de destination? Sur le volet économique, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais fin de l'abondance, sobriété subie. Voilà, quels vont être l'impact sur notre secteur, comment on va pouvoir s'adapter. Sur le volet social, l'accessibilité, l'inclusion, c'est le vrai tabou, le vrai parent pauvre du tourisme. Il y a toujours quasiment 40% des Français qui ne partent pas en vacances, mais on n'en parle pas. Ça, on ne les met pas dans les tableaux de bord, par exemple. Sur le volet technologique, si vous êtes là, c'est que Metaverse, ça vous intéresse peut-être un peu moins. Moi aussi. On sait que je suis larguée, clairement. Voilà. En toute humilité, je ne comprends pas trop ce que c'est que les NFT. Sur la dimension environnementale, je ne sais pas comment, si vous avez passé un bel été. Personnellement, moi, j'ai eu peur, j'ai eu chaud. Voilà, on touchait du doigt un dérèglement climatique, mais là, on l'a un peu plus touché. Là, on l'a senti, on l'a vu. C'est comme bien flippant. Et puis sur le cadre légal, on a parlé du Code du tourisme au niveau des missions régaliennes, mais clairement, je ne sais pas si on a nos avocates dans la salle, mais avec Chloé... non, elle n'est pas là. Ah, zut, elle n'est pas là. Clairement, aujourd'hui, le Code du tourisme, il intègre pas suffisamment les évolutions de la société. Donc voilà, déjà de partir des facteurs extérieurs et après pouvoir amener un nouveau cheminement pour faire du cas par cas. Je fais un pas vers toi, je suis d'accord avec ce que tu racontes, il n'y a aucun souci, mais ce qui, je ne vais pas dire me dérange, mais là où je vois un frein aujourd'hui, c'est que le discours que tu tiens de manière scientifique, et j'apprécie la démarche, c'est surtout ce que j'entends derrière, un discours presque citoyen. Et aujourd'hui, sur l'ensemble de ces sphères-là, quand on est office de tourisme, CDT, CRT, je suis désolé, je me répète, mais on a très très peu d'emprise sur l'ensemble de ces sphères-là. Donc à part essayer de prendre de la hauteur dans le sens impulser une dynamique au niveau territorial et aller chercher d'autres acteurs, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Enfin, honnêtement, on a la main sur ce qu'on maîtrise, CF, le Code du tourisme, et on a, je ne vais pas dire une problématique, mais par rapport à ce que tu dis, ce que nous confère le cadre légal. Mais aujourd'hui, sur l'ensemble de ces dynamiques-là,
on a la main sur très très peu de choses quand on est organisme de gestion de destination. Donc comment est-ce qu'on peut prendre de la hauteur pour réussir à, j'allais dire, mettre des ramifications entre tout ça, quoi. Bah déjà, donc cet outil permet de prendre du recul sur comprendre son environnement, mais l'étape d'après, et la slide d'après, c'est aussi cerner les attentes de son écosystème. Cette facilitation visuelle, c'est moi qui l'ai faite. Je dessine très bien. Non, voilà, c'est juste une illustration, c'est peut-être mal écrit, mais c'est que, voilà, on travaille dans le service public, en tout cas pour les offices de tourisme et acteurs du tourisme institutionnel. Il faut tenir compte et rendre des comptes aussi aux parties prenantes. Alors là, je vais vous donner une définition de Freeman, qui est l'auteur de la théorie des parties prenantes, théorie que je mobilise dans ma thèse, et je ne connais pas encore toutes les définitions. Alors une partie prenante, donc ça désigne les individus ou groupes d'individus qui sont indispensables à la survie de l'organisation et qui sont amenés à être consultés, voire à participer à une décision ou un arbitrage. Alors dans le secteur du tourisme institutionnel, il y a différentes familles de parties prenantes. Il y a les partenaires, il y a les habitants, il y a les sociopros, il y a les touristes. En fait, un petit peu ce qui est mis là, avec au cœur l'office de tourisme, l'équipe, le conseil d'administration. Puis après, des choses qui vont graviter autour. Il y a différentes attentes exprimées aussi par ces parties prenantes. Des attentes. J'ai parlé d'attentes, je n'ai pas parlé de besoins ou d'aspirations. Ce n'est pas tout à fait la même chose, dont on doit tenir compte. Et comment on catégorise et on priorise ces parties prenantes, justement dans cette théorie des parties prenantes de Freeman dans les années 80, lui propose 3 sujets pour prioriser les attentes de nos parties prenantes. La première, c'est déjà de se poser la question sur le pouvoir réel ou potentiel de cette partie prenante sur la société de manière générale et sur mon organisation. Quel pouvoir elle a ? Deuxième question, à quel degré d'urgence mon office de tourisme doit-il répondre aux attentes de cette partie prenante? Pourquoi je le ferais avant une autre partie prenante? Et dernière question à se poser, quelle est la légitimité de cette partie prenante? Donc déjà, on prend de la hauteur avec comprendre son environnement, là, cerner les attentes de son écosystème. On commence à être un peu plus dans le concret, là, comme Loïc. On y est. Je vais encore essayer de traduire ce que tu dis pour tous nos participants. Mais là, pour le coup, tu prêches un convaincu parce que je vais reprendre ma casquette très rapidement de fédération régionale, en fait, des OT à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Il y a une réalité dans nos quotidiens, c'est que, et particulièrement pour les offices de tourisme, il y a une mine d'or, en fait, en termes d'informations qui vous est remontée par ce que Caro appelle les parties prenantes, mais en fait par l'ensemble des acteurs qui constituent votre écosystème. Il y a des informations, mais juste riches de dingue que vous avez tout le temps, et pas uniquement quand vous faites une enquête de satisfaction auprès de vos sociopros ou une enquête de satisfaction auprès des visiteurs de vos BIT. En permanence, vous avez des remontées, des expressions, que ce soit des besoins, des attentes. On est d'accord sur le fait que ce ne soit pas la même chose, mais en tout cas, il y a de l'expression quasiment toute l'année. Je crois qu'on l'a dit ce matin à l'occasion d'une plénière, où c'était un petit peu le rythme de Jairo quand il faisait la musique, mais on a la chance de vivre là où les gens partent en vacances. Donc les gens avec qui on interagit, que ce soit des sociopros, que ce soit des habitants, ce sont d'abord des acteurs locaux comme vous et moi, mais chacun sur notre destination. Et ces gens-là, ils se confient à vous en permanence. Vos cahiers de communication que vous avez à l'accueil, qu'ils soient sur un drive ou en papier, encore une fois, ce sont des mines d'or en termes d'information. Les verbatims que vous arrivez à avoir sur les retours satisfaction de vos prestats, on sait traiter la donnée quantique quand derrière on a un taux de satisfaction sur tel ou tel service, sur tel tarif ou sur tel événement, mais tous les verbatims qui vous sont adressés en termes de pistes d'évolution, juste de partage d'impressions, honnêtement, qu'est-ce que vous en faites? Et si je comprends ce que tu me dis, tout ça, ce sont des choses à mobiliser de manière à pouvoir cartographier son écosystème, ce que peut nous remonter le terrain, et essayer un petit peu de voir où se trouve sa spécificité. C'est ça? Avec, du coup, on peut mettre la slide suivante, des spécificités aussi territoriales à tenir compte, donc l'environnement extérieur, les acteurs, donc parties prenantes, et après aussi les réalités de son organisation. Tu parlais tout à l'heure qu'il fallait arrêter de faire du mimétisme et se comparer plutôt à soi-même, plutôt de chercher aussi une compétitivité avec les voisins. La Rochelle, c'est pas le Pays Basque. Un petit clin d'œil à Nicolas Martin, mais pareil pour les spécificités organisationnelles. Une équipe de 15 ETP, faut pas le comparer avec un petit ex-syndicat d'initiative où ils sont 2. Alors là, c'est quelque chose de générique, qui est totalement non exhaustif. Mais il faut se poser pas mal de questions pour comprendre la réalité avant de réfléchir à bâtir ces indicateurs, toujours avec ce contexte local, comprendre la réalité, les réalités,
pour après prioriser nos actions. Donc là, je te laisse éventuellement. Est-ce que c'est compréhensible, voilà, cette spécificité géographique, organisationnelle ou même touristique? Non, c'est concret, merci. Je te rejoins là-dessus, donc il n'y a aucun souci. Donc, mais ça, à la limite, c'est le point de départ. Une fois qu'on a tout ça sur la table, je retiens quand même ce que tu as dit au départ sur tes travaux de recherche, ainsi de suite, ainsi de suite. Demain, comment ça se concrétise sur de nouveaux indicateurs dont on veut, dont on peut se doter pour ensuite être dans l'évaluation de son action. Ça, c'est le point de départ. Je reprends ta métaphore de l'avion de tout à l'heure, on est au décollage. C'est quoi l'atterrissage en termes de monitoring, d'évaluation? Alors là, je ne sais pas si je vais vraiment répondre à ta question. On peut passer à la slide suivante. Donc moi, je travaille sur les indicateurs. Je vous épargne la batterie d'indicateurs que j'ai pu trouver dans mes travaux. Donc là, en fait, c'était une nouvelle façon de présenter les indicateurs. Vous inquiétez pas, je ne vais pas tous les citer. Avec une entrée plutôt par partie prenante. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle quand même beaucoup des touristes, de plus en plus des habitants, l'acceptabilité, mais voilà, il y a des problèmes aussi accès au logement, l'implication des habitants dans la gouvernance. Il y a des territoires qui le font, mais ce n'est pas systématique. Sur les professionnels, sur les acteurs du tourisme institutionnel de manière générale. Bon, ça, quand même, sur la gauche, c'est des choses que vous connaissez plutôt. Alors, toujours avoir en tête, moi, c'est vraiment le discours que je tiens, ce tourisme équilibré a un impact positif. Positif dans le sens 3 dimensions du développement durable, positif dans le sens conciliation avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est plutôt cette partie-là dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, avec des indicateurs d'impact en termes de ressources, la pollution, la dégradation, le gaspillage des ressources, l'empreinte carbone, la capacité d'accueil, et je reviendrai, on fera le focus sur un indicateur, la saturation, la gestion des flux, capacité de charge touristique, et j'ai trouvé des indicateurs que j'arrive pour le moment pas encore à concrétiser, mais que je trouve intéressants, liés au changement climatique, avec notamment la limite au changement, ce qu'on appelle le LAC, limite acceptable du changement. Un indicateur aussi qui est très peu cité, c'est l'indice climato-touristique qui mesure en fait l'impact du changement climatique sur le confort du touriste. Moi, j'habite Toulouse, 42 degrés cet été, c'était pas confortable. Je pense que ça a eu clairement un impact sur l'attractivité touristique de la métropole toulousaine. Comment on l'intègre dans nos feuilles de route? Parce que ça, c'est une réalité. Le coût induit du changement climatique, typiquement demain, la montée des eaux, des infrastructures qui vont être dégradées, combien ça va coûter? Les assurances s'intéressent déjà à ce sujet-là, pourquoi nous, on ne le ferait pas? Et j'ai trouvé aussi un indicateur sur le site de Bonpote qui s'appelle le HIT Index. Je l'ai mal dit avec... HIT Index. Bon, l'indice de chaleur pour la santé. À partir de quand, en gros, on crève qui est pour le moment peut-être difficilement applicable au niveau du tourisme. On va éviter de mesurer les gens qui meurent, hein, ça serait quand même bien plombant. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être prises en compte. Des nouveaux indicateurs. Alors après, c'est de voir la réalité de comment on le mesure concrètement. Bon, ça, appelez-moi dans 2 ans et demi quand si j'ai fini ma thèse. Normalement, ça devrait être un peu plus concret. Là, c'est plus décortiquer des gros rapports. Et du coup, moi, je vous propose de faire le focus sur la thématique de l'eau, parce que ça nous a pleinement touché cet été. L'eau entre usage et disponibilité. Donc là, le verre d'eau. Cet été, il y a plus de 100 communes qui n'ont pas eu accès à l'eau potable par rapport à la canicule, par rapport à la pollution des nappes phréatiques aussi. Des cours d'eau qui sont complètement asséchés, avec évidemment un impact direct sur certaines activités. Le Vercors, j'avais vu un reportage, je crois que c'était au printemps dernier, il y avait déjà très peu d'eau dans le massif du Vercors, du Verdon, pardon. Ouais, moi je ne vais pas par là, moi je reste dans l'ouest. Du Verdon, où il y avait déjà très peu d'eau. Comment on arrive à travailler sur justement cette résilience, cette adaptation? Et petit clin d'œil à un collectif de désobéissance civile. On en parle pas mal de la désobéissance civile. On invite même les chercheurs à ne pas être désobéissants. Non, on va être désobéissants. Donc cette ONG qui allait planter des légumes dans un golfe. Parce que cet été, on nous a fortement incité à faire attention à notre consommation d'eau, de ne pas arroser notre potager. Par contre, les golfs... J'ai fait 2 fois du golf dans ma vie. Les golfs, ils avaient le droit de continuer à arroser. Alors, je ne sais pas si on a des grands pratiquants de golf, mais ça, quand même,
On parlait d'inclusion tout à l'heure, bon, c'est quand même assez réducteur. Les gens n'ont pas droit de s'occuper de leur potager alors que ça les nourrit, mais par contre, on a droit on donne le petit clin d'œil au golf pour continuer à arroser leur green. Donc voilà, c'était juste une mise en bouche sur la thématique de l'eau. Donc on peut passer sur la slide suivante. Et du coup, donc là, en toute humilité, là, je vous présente en fait l'état d'avancement de ma thèse sur le lien entre changement climatique et tourisme. Moi, je mobilise 2 méthodes. En orange, vous avez la méthode de capacité de charge touristique des territoires. Donc là, ce que moi je dis la CCT. Donc c'est le nombre de touristes qu'un lieu peut recevoir sans être durablement modifié, avec des indicateurs de durabilité qui montrent l'image globale d'un État. Les indicateurs de tourisme durable, donc ce qu'on appelle aussi le ratio touristique, c'est-à-dire le poids spécifique du tourisme dans la consommation ou le gaspillage global. Donc, par exemple, voilà, la consommation d'eau liée aux activités touristiques. Et après, l'indicateur ultime, l'indicateur de capacité de charge, c'est-à-dire les pressions exercées par l'activité touristique par rapport à une ressource disponible. Et moi, parce que je trouvais que c'était limite trop simple, non, je déconne, c'est déjà hyper compliqué, c'était aussi de prendre du recul avec un autre modèle. Donc, ça commence à être un méta-tableau. Donc, c'est le modèle PER pour pression, état, réponse, qui a été proposé par l'OCDE. Donc à partir de là, tout ça pour vous dire que l'indicateur ultime d'équilibre, notre yin-yang sur la thématique de l'eau, c'est ce qui est en rouge, c'est le niveau de stress hydrique en période estivale. Donc le stress hydrique, c'est quand on consomme plus d'eau que la ressource est disponible. Donc voilà, pour mesurer ce niveau de stress hydrique, ça sous-entend d'avoir pris en compte tout le reste. Ça rend complexe. Après, qualité des eaux de baignade, eau traitée, la quantité d'eau traitée et réutilisée, ça on est en capacité de le mesurer parce que justement, on a pris du recul par rapport à notre environnement, parce qu'on a identifié des partenaires qui sont en capacité de mesurer cette donnée-là. Typiquement, il y a des obligations avec les plans climat, voilà, il y a différents organismes publics qui travaillent sur cette data, donc il fallait bosser avec eux. Mais pour mesurer l'indicateur final, il faut prendre en compte différents enjeux. La particularité de ce sujet de l'eau et du stress hydrique, c'est que du coup, en période estivale, c'est là qu'il y a le plus de consommation d'eau et c'est là qu'il y a le moins de précipitations. Donc c'est là que la ressource, elle est moins disponible. Là, on l'a bien vu et ça commence à être vraiment flippant, hein, ce manque d'eau. Demain, une centaine de communes, cet été, une centaine de communes n'a pas eu d'eau potable en France. C'est quand même incroyable. Et on continue quand même à utiliser de l'eau potable pour nos toilettes. Petit message aussi. Et les conséquences de ce dépassement de ce niveau de stress hydrique en période estivale, déjà évidemment, c'est le manque d'eau, c'est la menace sur la biodiversité, donc évolution des paysages, la nature qui est les plantes qui sont asséchées, les risques incendies. On n'est plus sur des risques incendies, c'est une réalité. J'étais en vacances cet été sur le bassin d'Arcachon, le soleil était orange à cause des incendies, c'est juste totalement flippant. Et en fait, s'il n'y a pas d'eau, on va surexploiter cette ressource qui est déjà très peu disponible, donc qui va accélérer la pollution des nappes phréatiques. Là, je t'ai un petit peu plombé l'ambiance. Je ne sais plus comment on avait dit qu'on rebondirait. Si, on avait dit qu'on rebondirait, comme une balle de ping-pong. J'avoue que pour le coup, on reste dans le côté un petit peu anxiogène sur tout ce que tu décris. Je vous rassure, là, elle présente un indicateur. Il a fallu que je m'y file pour réussir à comprendre comment ça fonctionne. À la base, on était sur 3. On a dit, on va essayer de se focaliser sur un, ça peut être bien. Mais je suis OK avec tout ce que tu dis. Encore une fois, si tu peux passer sur la slide après. Moi, ce que ça me fait écho, ce que tu racontes là, c'est que, pas que depuis 2 ans, depuis même une quinzaine d'années, par rapport à toutes les mutations qu'on a pu vivre dans notre secteur du tourisme institutionnel, en tout cas, moi, la petite lumière que ça allume chez moi, c'est de me dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur les différents enjeux, ce qu'on a pu prendre au niveau du Covid, la récession et demain, donc ce qui peut nous arriver en termes de dérèglement climatique et d'effondrement de la société, si je te suis dans ton délire hyper positif. Je n'ai pas parlé d'effondrement. C'est de me dire que oui, ok, on a été résilient, le terme a été utilisé, surutilisé, galvaudé, mais on a été dans des capacités d'adaptation. C'est-à-dire qu'on a su, avec les moyens du moment, s'adapter à une situation subie. C'est pas spécifique au tourisme, c'est la nature humaine, j'ai envie de dire. Par contre, moi là, ce qui m'intéresse par rapport à
ton nouvel ou tes nouveaux indicateurs, c'est comment est-ce que ça peut venir nous aider en tant qu'organisme de gestion de destination à venir essayer d'impacter plutôt les causes, donc remonter en fait la chaîne de toutes les répercussions et aller à la racine du problème et pas uniquement être en train de traiter les externalités négatives qu'on se prend dans nos métiers et au quotidien. Donc c'est plutôt ça que je vois dans l'intérêt de tes nouveaux indicateurs. Mais ce qui me fait peur, si tu peux revenir sur la slide d'avant, c'est comment est-ce que tout ça, nous, en tant que techniciens, salariés d'OGD, en fait, on peut aller là-dessus. Enfin, honnêtement, c'est pas notre quotidien aujourd'hui, quoi. Comment est-ce que demain, ça devient concret? Comment on fait? Simple. Alors le concret, du coup, en identifiant donc, ce qu'on a dit tout à l'heure sur le PESTEL, les parties prenantes, les spécificités organisationnelles, déjà ça permet de savoir est-ce qu'on va traiter du sujet de l'eau. Il y a sûrement des territoires où c'est pas encore une urgence, c'est peut-être plus la biodiversité, les déchets, la pollution de l'air. Enfin bref, il y a toute une batterie d'indicateurs sur lesquels on pourrait travailler. L'an dernier, quand je travaillais sur la notion de performance environnementale du secteur touristique, j'ai pu identifier des verrous méthodologiques vraiment sur la partie technique et méthodo que les acteurs ont pu me présenter sur pourquoi en gros on n'y va pas. Donc ça, je vous l'ai redit parce que j'en avais déjà conscience en ayant travaillé pour les parcs, mais là c'était une évidence et du coup qui justifiait aussi ce frein au changement. Au niveau, tout simplement, c'est le casse-tête de la mesure. Quand on a 150 indicateurs, qu'il y a des bases de données qui ne sont pas mises à jour, les questions d'équivalence, ça commence vraiment à devenir une usine à gaz, le casse-tête chinois. Déjà, la question de l'accès et du traitement de la donnée, de débloquer une ingénierie supplémentaire pour pouvoir la traiter. Tout le monde n'a pas un observatoire dans son organisation, et puis tout le monde ne sait pas traiter la donnée en eau. Un observatoire d'un CRT, par exemple, ils ne sont pas experts sur ces questions-là. Donc, ça peut sous-entendre soit de se former, soit d'externaliser. La fiabilité de cette donnée. Il y a des données satellites, bancaires, on ne sait pas trop comment c'est calculé. Il y a un manque de transparence parce qu'il y a un business derrière. Comment on calcule la part spécifique du tourisme, donc ce que j'appelais le ratio touristique, donc spécificité du secteur, caractéristiques territoriales, comment on arrive à vraiment avoir le poids du tourisme sur l'impact global, selon les sujets et selon les territoires, c'est compliqué. Quel est le poids et les postes de dépenses prioritaires, les ordres de grandeur. Et voilà, il y a des sujets qui sont prioritaires selon les enjeux, parce qu'on les aura identifiés dans l'écosystème juste avant. Et puis après, c'est quoi les finalités? C'est comme la croissance. Qu'est-ce qui vient après? Si c'est juste pour mesurer ou rendre compte, mais si c'est pas pour engager des mesures correctives après, c'est quand même un petit peu dommage. Si c'est juste pour avoir un joli rapport d'activité à présenter à nos élus, mais de ne pas se remettre en question avec toute la difficulté que ça sous-entend, ça serait quand même gâcher du temps et du coup de l'argent. Comment on arrive à comparer la ressource en eau avec les déchets, donc les équivalences de mesures? Ça, c'est pas notre cœur de métier. Mais ça, aujourd'hui, il y a des collectivités qui le font. Il y a des experts, de plus en plus d'experts de la data qui sont présents dans les collectivités. Moi, je donne souvent l'exemple du plan climat air énergie territorial, qui est une obligation pour les collectivités de plus de 40 000 habitants. Là, c'est du pain béni pour nous, parce qu'il y a une donnée disponible, il y a une ingénierie spécifique sur les enjeux climatiques. Et aujourd'hui, on ne bosse pas systématiquement avec ces gens-là. Parfois, oui, c'est généralement lié à l'humain et pas forcément lié à un portage politique. Donc voilà un petit peu le casse-tête. Donc ça, j'ai conscience. Donc je ne réponds pas à ta question, mais déjà de savoir quels sont les freins au changement, on va dire c'est déjà un bon début avant de passer la seconde. Pour rester terre à terre, ce que tu me dis là, ça me rassure un petit peu parce que ce verrou méthodologique que tu identifies pourrait être en capacité d'amener ces sujets-là à l'intérieur de nos structures. Là, tu es en train de me dire, parce que clairement, il y a deux options. Soit on monte en compétence, j'ai envie de dire en interne par rapport aux équipes qu'on a actuellement, comme on a su le faire à une époque de la digitalisation où clairement, je pense qu'il y a 30 ans, personne ne savait qu'il finirait entre guillemets community manager. Comme aujourd'hui, on voit des chefs de projet RSE ou autres se créer dans ces structures-là. Donc demain, tu n'es pas en train de me dire que les gens qui actuellement bossent dans des OT, des CDT, des CRT vont devoir monter en compétence sur le sujet de cette méthodo et de cette approche scientifique, mais plutôt qu'il y a des gens, des structures qu'on peut embarquer en tant que destination pour venir ensemble construire ça. C'est ça que tu me dis? Ok, ça me va. Je préfère ça. Et dernière slide. Du coup, moi, ça me
ça me stimule un peu ce que tu dis. Mais loin de moi la volonté de mettre vraiment toute la responsabilité sur vos épaules en tant qu'OGD. Donc clairement, il y a des sujets sur lesquels vous pouvez, vous devez, même j'ai envie d'intervenir, et peut-être que là je m'adresse encore plus aux décideurs, qu'on soit en posture de direction ou en posture de cadre intermédiaire, manager, on l'appelle comme on veut, mais sur ce que vous maîtrisez en interne, il y a certainement une évolution dans la conduite du changement que tu évoques, Caro, à mener. Mais derrière, s'il vous plaît, c'est un vœu pieux qu'on porte en fait ensemble avec Caroline, c'est quand on parlait de l'écosystème tout à l'heure, élargissez un petit peu le spectre. Il y a tout un tas d'acteurs qu'il faut mobiliser, qui ont des leviers, un pouvoir qu'ils peuvent activer pour justement modifier un petit peu le modèle de nos organisations. Donc on peut parler des élus, on a parlé du code du tourisme, et là on ne parle pas forcément au niveau ultra local, mais peut-être à des échelons un petit peu plus hauts, mais on sait que c'est pas facile de faire bouger les choses. Mais idem avec vos sociopros, idem avec vos touristes, vos habitants, mais toutes les parties prenantes en fait. Donc l'idée là-dedans, si on veut un tant soit peu lever le verrou méthodo, ça serait d'agir sur sa posture en tant qu'OGD, à savoir, oui, on est maître de nos missions confiées par le Code du tourisme au sens des OGD, mais si vous voulez impulser un changement à l'échelle de votre territoire, je ne parle pas de destination, mais vraiment de votre territoire en matière de développement économique, ça ne peut être que vous qui impulsez la dynamique. Et après, effectivement, vous allez chercher d'autres acteurs qui vont vous aider dans la construction d'indicateurs et d'évaluation de la performance de votre destination. Donc, il faut que vous impulsiez ça. 2, il faut que vous preniez le temps, et là, je suis désolé, mais dans le quotidien des OGD, ceux qui me connaissent à force savent que je parle souvent de schizophrénie ou de hamster dans sa roue du 1er janvier au 31 décembre. Il va falloir réduire certaines choses pour se donner le temps en fait de le faire et de le construire pour que demain, après-demain, on soit en capacité de muter. Donc ça va être de prendre le temps et ensuite on arrivera à se doter des indicateurs qui font sens pour vous, pour votre territoire. L'exemple que tu prenais sur le stress hydrique, effectivement, je ne suis pas sûr que ça concerne tout le monde, mais questionnez-vous vraiment sur quel est l'indicateur qui doit et qui peut faire sens sur votre territoire pour demain et après-demain. Donc c'était un petit peu le sens de ce qu'on voulait porter avec Caroline aujourd'hui. Mais comment là, Tani ? On est bien, on a la place au rebond. Non mais il est quelle heure du coup si on a le temps de prendre des questions Il est écart. Ouais. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, vu qu'on avait prévu à la base de faire plusieurs indicateurs, on voulait aussi pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Vous l'aurez compris, c'était vraiment de prendre du recul au niveau méthodologique et de trouver une complémentarité entre un regard scientifique que j'essaye de porter et aussi une finalité, une pertinence opérationnelle. Si c'est des beaux discours et si je vous disais l'intitulé exact de ma thèse, vous serez là, punaise. Non. Non, vraiment, j'ai tanné Caroline pour qu'on essaye d'être le plus opérationnel, en tout cas de tendre vers l'opérationnalité pour vous. Je pense qu'on est tous OK sur ce que tu décris en termes de contexte, d'enjeu. Moi, vraiment, avec ma vision à moi, ce qui m'interroge, c'est comment demain, eux, ils font en fait chez eux. Donc, on n'a pas la prétention de vous dire ce qu'il faut que vous fassiez. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que ça fait écho chez vous ? Est-ce que c'est quelque chose où vous dites que oui, on peut agir là-dessus, et ne serait-ce que de se dire que ce sujet, on le pose demain, après-demain, déjà en interne équipe, mais à l'échelle de nos destinations. Mais on est parti, je ne vais pas dire très loin, mais quand on imaginait ce qu'on pourrait faire demain, quand on parle d'interroger ses parties prenantes, son écosystème, pourquoi demain, votre conseil d'administration, votre CODIR, on a des collèges spécifiques pour les élus et sociopros, pourquoi on n'a pas des représentants des habitants, des associations de parents d'élèves ? J'en sais rien, mais à vous de l'imaginer en fait. Pourquoi ces gens-là, quand on parle d'impact du tourisme, positif, négatif sur un territoire, ce sont des parties prenantes. Aujourd'hui, elles ne sont pas invitées au bal, j'ai envie de dire, sur les différentes décisions ou actions qui sont portées. Donc, est-ce que c'est des choses qui font écho chez vous ou vous avez l'impression qu'on est à côté de la plaque ? Et il ne faut pas hésiter à nous le dire. Caroline, elle a su faire le passage du terrain au scientifique. L'idée, c'est d'amener du scientifique au terrain. Donc, on se dit que si ça marche dans un sens, ça doit marcher dans l'autre. On ne dit pas que ça va se faire du jour au lendemain, mais on est vraiment curieux de savoir comment vous le vivez, vous le prenez, ce sujet-là. Donc s'il y a des questions, on est preneurs. Bien, oui. En fait, c'est pas une question, c'est plus une réflexion qui découle de ce que vous venez de présenter. Je travaille dans des petits offices, donc c'est peut-être aussi pour ça que la réflexion n'est pas aussi poussée que dans d'autres structures. Mais en fait, là, on a parlé de KPI. Il y a un truc, nous, déjà, qui nous manque à la base, c'est les objectifs. En fait, quels objectifs ? Et du coup,
oui, comment on les mesure, mais en fait, il y a cette base-là qui manque aussi, quoi. Donc c'est une prise de conscience, là, avant d'aller sur les résultats, la performance, en fait, qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et donc, c'est lié. Mais aujourd'hui, sur les structures avec lesquelles tu travailles, tu as un plan d'action annuel, tu es peut-être bordé par un document cadre de type schéma de développement touristique qui te donne une vision au moins pluriannuelle en matière de développement touristique. J'aime pas trop le terme de développement, mais en tout cas en matière de vision touristique. Donc aujourd'hui, les objectifs qui sont concrets dans ton quotidien avec les équipes, ce sont ceux-là. Et nous, le fond de notre pensée, c'est de dire qu'ils sont nécessaires, parce que c'est nos missions mères, ce qu'on évoquait depuis le début, mais il y a d'autres enjeux sur lesquels il ne faut pas les virer, ces objectifs-là. Le but, c'est peut-être d'en ajouter, peut-être qu'il faut en supprimer. Encore une fois, c'est vraiment spécifique à chaque territoire. Mais il y a peut-être d'autres sujets dont il faut se saisir aujourd'hui. Et en fait, on ne le fait pas. Et pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce que tu parlais de verrou méthodo, mais il y a peut-être aussi un petit peu de syndrome de l'imposteur chez certains qui se disent non, mais moi, j'en suis pas capable avec ma structure, avec mon équipe, je ne suis pas légitime là-dessus. Mais encore une fois, quand on parle de répercussions en matière d'activité touristique, si ce n'est pas l'OGD qui le porte sur son territoire, ce sera personne d'autre. Donc clairement, on sera toujours, et c'est pas forcément un mal, mais on sera toujours sur cette phase de réaction, de gestion des conséquences, et à toujours se dire ah zut on subit, ah zut on subit. Voilà, mais ça peut tenir, mais jusqu'à quand? Et aussi la question de d'où on part en fait. Travailler sur les objectifs, c'est quoi ta base? Parce que justement, l'objectif ça peut être la croissance économique, mais si t'as pas pris un minimum de recul aussi, c'est pour ça que maintenant il y a de nouvelles méthodes qui partent d'abord des effets, des impacts. Et après, là, ça te permet de te dire, c'est vers là qu'on veut aller. Parce qu'on a conscience que sur tel aspect, là, on est dans le rouge. Moi, c'est ce que j'essaye de démontrer dans le début de ma thèse, c'est que d'identifier un seuil d'intensité sur certaines notions, l'eau, entre autres. J'ai particulièrement travaillé sur l'eau cette année. Mais une fois que tu as dépassé, que tu es dans le rouge au niveau de l'eau, là, tu vas pouvoir te fixer un objectif de lutter contre le gaspillage de la ressource en eau, etc. Et après, avoir d'autres indicateurs justement qui découlent là-dessus. Je ne sais pas si on a répondu à ta... Merci. Alors, j'avais une question. Donc, tout ce que j'ai entendu, là, se rapproche beaucoup, moi, tout ce qui est autour de la RSE, et notamment dans les termes, les parties prenantes et ce genre de choses. Dans la RSE, on peut, et certaines entreprises, pas forcément touristiques, vont jusqu'à transformer les entreprises en entreprises à mission. Est-ce que dans le tourisme, c'est des choses qui commencent à émerger, ont été repérées, non, sont qu'à au balbutiement? Voilà. Est-ce que d'aller jusque-là, il y a des choses qui sortent dans le tourisme? En fait, c'est la dernière partie de ma thèse, clairement. Et là, je vais citer une petite partie du titre de ma thèse, c'est travailler sur la gouvernance adaptative face au changement climatique. Et justement, de réfléchir à des nouveaux modèles de gouvernance un peu plus vertueux. Aujourd'hui, on est très enfermé quand même dans un cadre institutionnel. Et on est dépendant des élus, justement, à intégrer de nouvelles personnes dans nos gouvernances, dans notre conseil d'administration ou un autre modèle décisionnaire. Ça permettrait d'ouvrir vachement nos œillères. Si on ne doit pas rendre des comptes uniquement à nos élus, mais aussi, Loïc donnait l'exemple des parents d'élèves. Voilà, c'était un exemple comme ça, on n'a pas vu d'exemple là-dessus. Mais il faudra aussi faire évoluer nos statuts, clairement. Nos modèles de gouvernance et qui, après, in fine, vont avoir un impact sur le statut juridique des offices de tourisme. Aujourd'hui, on sait les statuts des OT, c'est très réducteur, il y en a 4-5, et encore 5, je pense que je suis gentille. Donc l'idée, c'est aussi d'identifier justement des choses qui se passent hors tourisme, parce qu'il se passe des choses passionnantes hors tourisme. Ça a été dit ce matin sur la data au niveau de l'agriculture, par exemple. Et justement, comment, tout en gardant la spécificité de notre secteur, comment on peut s'inspirer ailleurs. Alors là, je ne peux pas directement te répondre, mais j'espère que dans 2 ans et demi, quand j'espère que j'aurai fini, je pourrai t'en donner davantage, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, et notamment sur le volet gouvernance et statutaire. Oui, Thomas de Cluny, je voulais juste peut-être redire aussi le rôle qu'on a, nous, dans les directions d'OGD ou d'autres, mais d'être des transformateurs de sémantique aussi un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je pense que oui, le quantitatif, il faut qu'on en sorte, c'est très clair, mais qu'est-ce qu'on met en face ?
Du coup, on va mettre du qualitatif en face. Et arriver à faire passer le qualitatif, c'est assez facile, en fait. Le moins mais mieux, il est assez facile à faire passer. Quand vous dites, par exemple, à quelqu'un, je vais citer un exemple bourguignon, je suis désolé, je suis en Aquitaine, mais vous préférez quoi? Boire une belle bouteille de Gevrey-Chambertin Grand Cru, ou vous préférez boire 10 litres de piquette de... Allez, je vais pas... C'est dangereux de dire ça ici, Thomas. J'arrête. mais on comprend bien où est le choix final là dans ce cas-là. Et ben c'est la même chose dans le tourisme. Je prends un tout petit exemple. Cet été, on a monté enfin une visite qu'on a appelée XXL. Alors du coup, ça fait très marketing, etc. De Cluny. 2h30 de visite, 25 € la visite, avec le message. Arrêtez de faire 3 visites de châteaux, de machins, de trucs, etc. dans la journée. Faites-en une, mais une bien. Et ben ça marche. Derrière, on a des gens qui viennent pour ça. Alors bien sûr, on va pas avoir 50 personnes dans la visite, mais c'est pas ce qu'on cherche, justement. Donc c'est pas grave. En fait, ce qu'on cherche, c'est que les gens, ils reviennent avec une grosse banane à la fin de leur visite et qu'ils aient les poils qui se dressent pendant leur visite et qu'à la fin, ils se disent... Punaise, j'ai bien fait et je referai ça demain. Je pense qu'on a vraiment... C'est pas de la décroissance, c'est de la montée en qualité, en fait, dans le discours. Quelque part, c'est de la décroissance, mais il ne faut pas le dire, parce qu'il y en a encore que ça choque. Mais si on y va par la qualité, ça, à mon avis, c'est une des grosses clés de ce qu'on a tous à faire sur nos territoires. Comment tu l'as monitoré auprès de ta gouvernance? Parce que moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, que ce soit sur les objectifs, la méthode, pas de problème. Mais derrière, quand tu arrives en évaluation, tu dis OK, le moins mais mieux, mais nombre de visites, chiffre d'affaires, satisfaction, qu'est-ce qui fait que c'est différent de ce qu'on monitorait avant? Donc, je me doute que tu l'as amené de manière un petit peu orale, pédagogie auprès de, je ne sais pas si c'est un CA, un CODIR ou autre, mais comment est-ce que tu en fais une donnée tangible sur laquelle on peut dire ça, c'est mon indicateur de performance par rapport à ce que j'ai mis en œuvre? Il faut aussi rentrer dans le qualitatif, dans la donnée qui va rentrer derrière, c'est-à-dire le commentaire des personnes qui ont participé à ça. Et donc là, d'un seul coup, on a des commentaires qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu avoir peut-être sur des visites beaucoup plus traditionnelles. Et par-dessus, c'est bête, hein, mais il y a quand même du monde qui vient, même si ce n'est pas les fameux 50 personnes, etc. Donc on voit que ça fonctionne. Et en chiffre d'affaires, si c'est ça la vraie donnée pour certains, ça marche aussi. Parce que finalement, votre visite, vous allez la payer plus cher. Donc forcément, il rentre plus d'argent dans les caisses pour cette visite-là. Et donc, vous rééquilibrez quelque part. Si on doit parler de taux de marge ou je ne sais pas quoi, ça marche tout aussi bien que de faire du quantitatif à tire-larigot. Bonjour, Guillaume Cromer, consultant. Nous, on a... Pourquoi vous rigolez? Putain, je ne vais pas vous parler d'NFT, c'est bon. Collectionneur de NFT, ouais, tout à fait. Son Caro, elle n'a rien compris. Elle n'est même pas venue. Donc, moi, le retour d'expérience que j'ai en accompagnant des territoires et des offices, en fait, sur à la fois les questions de RSE et de stratégie opérationnelle de tourisme responsable, on sent bien qu'en fait la question des KPI et de la mesure de la performance un peu alternative sur nos territoires, elle vient quand même après. Il faut qu'on ait un terreau fertile à la fois politique, forcément, parce qu'il faut une ouverture de la part des élus pour dire ok, je vous laisse le champ libre, vous techniciens, en fait, de réfléchir un peu à cette question-là. Mais le fait de démarrer par, en gros, soit une politique RSE en interne de l'office de tourisme en se disant bon attendez, c'est qui mes parties prenantes, donc cartographier, puis maîtrise de matérialité, c'est quoi la priorité, l'engagement pour nos parties prenantes et pour les salariés en interne, et en gros de se dire bon ça veut dire que là il y a des priorités à faire. Et après comment, et souvent la grande difficulté qu'on voit dans les offices, c'est comment je verdis les métiers et les compétences obligatoires d'un office de tourisme. Et là ça devient vraiment intéressant de se dire ok, en tant que sur la compétence animation des socioprofessionnels, comment je traduis ça pour introduire en fait cette question du tourisme durable sur la partie marketing, sur la question information auprès des publics, sur la question promocom, et en gros sur les 4 compétences obligatoires, comment je transforme ça par rapport à cette question en priorisant
justement ce travail en disant bah, ok, mais c'est quoi la priorité? C'est la question de la flotte, c'est la question carbone, mais en fonction aussi du rôle que peut avoir un office de tourisme. Et c'est là où on voit que on a des... Au départ, on se dit le numérique responsable, c'est un truc hyper important. Et quand on regarde un peu de près, on se dit il y a peut-être d'autres enjeux qui sont oui, l'animation des socioprofessionnels, c'est comme le cœur de notre problématique pour transformer aussi les salariés. Et quand on a installé un peu cette vision-là, après tu peux commencer à venir avec, on peut changer d'indicateur et regarder petit à petit. Mais il faut quand même un terreau fertile à la fois à l'office, au sein de l'OGD et aussi que les élus soient impliqués là-dedans. Mais c'est comme ça que je trouve que ça marche bien, mais il faut démarrer par un bout, et ce bout, il est peut-être trop complexe au départ, et trop politique peut-être, pour arriver. Et il faut arriver à démarrer par quelque chose, et il y a des choses plus simples pour démarrer, c'est comment je fais évoluer mes métiers dans l'office de tourisme. Et ça parle à tout le monde, parce qu'en fait, c'est notre job de tous les jours. Et là, ça devient intéressant, et après, on peut amener d'autres sujets, parce qu'il y a une espèce de dynamique interne autour de ces questions-là. Et sinon, les NFT... Non, pardon. C'est bon. Ce qu'on disait avec Caro, c'est bien, c'est pas une question, donc ça nous met pas dans le dur, c'est plutôt un constat et on va te suivre là-dedans. Mais pour nous, ça participe en fait de ce besoin d'acculturation quelque part de l'observation. Parce que le biais, il est double. Au sein de nos équipes techniques, on est clairement sur l'emprise des chiffres historiques, nombre de BIT, nombre de visiteurs, audience sur les réseaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Et sur le pendant que tu dis sur la gouvernance, là, c'est très très court, quoi, je dirais, en termes de vision. Tu parles de vision, mais en culture d'observation, je pense qu'il y a, pour parler poliment, des marges de progrès assez fortes à trouver. Donc c'est entre la difficulté d'un quotidien où je suis vraiment enfermé dans des choses qui me rassurent quelque part, donc conduite du changement, comment je fais, et en fait une absence de challenge parce que ça demande à monter en compétence sur cette approche-là, quoi. Donc l'enjeu, il est double par rapport à ce que tu décris là. Il y avait une autre question, je crois. Plutôt un témoignage, mais pour faire un lien, parce que vous n'en avez pas du tout parlé. Donc, lors de l'OT de la Grande Motte, nous, on a entre guillemets la chance, je vais vous donner un autre exemple, parce que c'est un secteur qui a un gros impact sur l'environnement, selon ce qu'on fait, c'est l'animation. Nous, on gère l'animation, l'événementiel sur la station. Il y a 5 ans, on a commencé à avoir des réflexions des touristes par rapport à la pollution des feux d'artifice. Mais les feux d'artifice, on le mesure vraiment très bien, ça a une retombée économique très importante par rapport au coût. Donc on avait en face de nous des professionnels et des élus qui voulaient plutôt un maintien du feu d'artifice. Et on a commencé, nous, quand même, à dire aux gens, attention, on commence à avoir de plus en plus de critiques en termes environnementaux, c'est une catastrophe, on fait venir déjà beaucoup trop de monde sur la station, on a beaucoup plus de difficultés de circulation, etc. Bref. Mais les gens n'étaient pas prêts à nous entendre à ce moment-là. Et quelque part, le Covid, et c'est là que je veux dire, vous n'en avez pas parlé, nous a aidés énormément. Le Covid est arrivé, et en printemps 2020, on s'est questionné, on s'est dit, mais si cet été, on ne peut faire aucun regroupement de population, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'animation? Et on a réfléchi à un tout autre modèle d'animation, où on a mis en place des plus petites animations, d'abord un décor, on s'est dit un décor, au moins les gens peuvent déambuler, etc., et qui respectait l'identité du quartier. On a amené les gens progressivement, à partir de l'été 2020, à aller sur des zones pas habituelles d'animation, sur lesquelles on crée des événements, aller sur des zones retirées, à réinventer. On a fait un festival de rue qui va dans des coins perdus. On amène des gens faire du sport aussi dans des zones un peu isolées. Et ça a fonctionné. Et les professionnels nous ont suivis. On a remis là, en 2022, un peu de feux d'artifice, mais on les a diminués par 2 quand même. Donc on a diminué l'impact environnemental quand même dans cette réflexion-là. Et vous parliez du golf. Alors, les golfs en sont conscients. Nous, on a dit au maire cet été, il a pris la décision en plein été de couper les douches de plage. Pas possible. Les gens ont très bien réagi. Il n'y a pas eu beaucoup de critiques. Mais on lui a dit, mais surtout, comment les gens vont comprendre, par contre, qu'on arrose le golf? Une chance, on est déjà dans une démarche par rapport à ça. Cette réflexion-là a été portée depuis un long moment. Mais c'est le paradoxe des fois, on veut faire bien pour l'environnement, mais le coût économique de faire bien pour l'environnement, il est énorme. On est en train d'installer un système pour arroser les golfs qui est basé sur un retraitement des eaux usées. Mais ça représente un coût 5 fois supérieur à l'eau potable à peu près.
Voilà, juste pour l'anecdote. Mais on a cette réflexion-là, bien sûr, d'engager sur toutes nos actions, sur la performance également environnementale. J'ai intérêt à assurer. Bonjour Julie de l'Office de tourisme de Bordeaux. Je voudrais juste partager 2 choses qui, moi, m'ont inspirée dernièrement sur ce sujet-là. La semaine dernière, j'étais dans un vignoble à côté de Montpellier, dans la région de Pic-Saint-Loup, qui est devenue société à mission et qui, dans chacune de ses décisions, essaie vraiment d'équilibrer entre les fameux 3 piliers du développement durable, économique, social, environnemental. Et quand ils prennent une grosse décision dans leur entreprise, ils essayent de faire en sorte que ce soit équilibré sur ces 3 piliers. Je pense que c'est pour le coup quelque chose de très terre-à-terre. C'est pas possible de le faire sur chacune de ces décisions-là, mais rien que le fait de se poser la question sur les grandes décisions et de remettre l'environnemental et le social au même niveau que l'économique de façon très pragmatique, ça permet, je trouve, de remettre un peu la balance à un bon niveau. Et j'avais lu un article sur un conseil municipal dans une petite ville du Japon où il demande aux habitants de se projeter sur les investissements qu'il faudrait mettre en place dans la ville sur le très long terme. Et c'est des choses qu'on ne sait pas très bien faire. Nous, on est sur du très court terme. Et là, il était question notamment de réinvestir sur quelque chose au niveau du traitement de l'eau. Et le fait de se positionner sur les générations futures, ils ont pris un investissement qui était beaucoup plus coûteux pour eux tout de suite, mais qui allait être beaucoup plus économe sur le long terme. Et c'est des choses qu'on sait encore très peu faire, mais il y a des pratiques comme ça à l'étranger qui peuvent être inspirantes. Merci pour ces 2 illustrations. Juste une dernière chose, du coup. Alors là, je vous ai mis penser le changement au lieu de changer le pansement. Je trouve que j'aime bien cette... je ne sais même pas pareil d'où ça vient. Pas très scientifique, ça. Alors, ouais, non, c'est vrai que si, je crois que c'est un hashtag graffiti, je sais pas quoi. C'est un graffiti. Voilà, alors... Moi, j'avais envie de finir cet atelier par déjà se poser la question sur cette battle recherche-terrain. Qui c'est qui gagne ? Moi, j'ai envie de dire le mariage, en fait. Les 2 sont indispensables. Alors, juste petite parenthèse, moi, j'ai adoré préparer cet atelier avec Loïc. Donc, je vais lui faire une petite surprise de fin d'atelier. Comme dirait David Bowie, be my wife. Est-ce que tu veux devenir mon époux professionnel, Loïc ? Il y a marqué I love ping pong sur le bracelet. J'accepte et j'ai particulièrement apprécié le Il a dit oui. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup.